Bonjour, je suis Delphine Stomont et je suis dermatologue et allergologue au CHU de Lille. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité, les réactions d'hypersensibilité avec les vaccins contre la Covid, savoir les reconnaître et savoir les prévenir. Alors avant tout, il faut savoir de quoi on parle. Et il existe en fait 3 types de réactions. Des réactions qui sont finalement des réactions attendues, qu'on appelle les réactions d'immunogénicité ou encore réactogénicité. Sont souvent des réactions locales au bras, au site d'injection. Ça peut parfois un petit peu diffuser, être important, douloureux, mais ça reste localisé autour de l'injection. Donc c'est de la douleur, de la rougeur, du gonflement. C'est habituel, on voit ça avec énormément de vaccins, de façon retardée, quelques heures et souvent 2-3 jours après. On peut avoir aussi des manifestations systémiques, et donc ça peut être de la fatigue, des maux de tête, des myalgies, des arthralgies, de la fièvre, des troubles digestifs comme un syndrome grippal. Ça aussi, vous le savez, c'est fréquent, ça survient avec plein de vaccins. Par exemple, avec le vaccin de la grippe, c'est assez habituel. Ça peut concerner tous les individus, c'est pas une allergie, il n'y a pas besoin d'être sensibilisé. C'est souvent retardé dans les 2-3 jours qui suivent la vaccination et ça n'est pas grave. Parfois assez bruyant, mais pas grave. Ensuite, on a les réactions d'hypersensibilité immédiate et ça va être le cœur de notre propos. Elles sont très rares. Alors on en parle beaucoup en ce moment parce qu'on est en vaccination de masse, ce qui est complètement inhabituel. C'est vraiment une première sur le plan épidémiologique. Donc effectivement, quand ça survient chez un individu, c'est important pour l'individu lui-même. Mais quand on évalue de façon globale cette incidence, eh bien c'est extrêmement rare. Ça peut survenir chez tous les individus, mais peut-être quand même, selon le mécanisme, plutôt chez des individus qui sont sensibilisés. Donc on a peut-être un moyen de prévenir. Là, on parle de quelque chose de rapide. C'est quelque chose qui se passera là où vous êtes en train de vous faire vacciner. C'est pas en rentrant chez vous, c'est pas dans votre voiture. Par définition, c'est dans l'heure qui suit et souvent, on verra dans l'expérience sur le terrain, c'est dans les 20 minutes. En tout cas, ça ne dépasse jamais 4 heures. Et là, c'est potentiellement sévère, ce qu'on appelle l'anaphylaxie. Il peut y avoir mise en jeu du pronostic vital. Et puis, on a des réactions d'hypersensibilité retardée que nous, on voit beaucoup dermatologues. Elles sont assez fréquentes. Elles peuvent survenir chez tous les individus, mais peut-être là aussi, plus souvent, chez des individus qui ont un terrain, qui sont prédisposés, notamment une dermatite atopique, une urticaire, un terrain atopique. Ça peut être une poussée de cette maladie atopique qui survient souvent de façon retardée, plusieurs jours, plusieurs heures après l'injection. Donc c'est une survenue tardive, hein, ça commence jamais au site, à l'endroit où vous êtes vacciné, ni dans la voiture. Ça peut être bruyant, invalidant, mais ça n'est pas grave et on peut le traiter sans aucun problème. Alors ce qui nous concerne aujourd'hui, hein, ce qui peut être grave et ce qu'on veut repérer, c'est le risque d'hypersensibilité immédiate. Alors, juste un tout petit peu de physiopathologie pour vous expliquer pourquoi c'est rapide et que ça ne va pas arriver plusieurs heures ou plusieurs jours après quand vous êtes rentré chez vous. L'hypersensibilité immédiate, c'est en fait la cellule cible, c'est le mastocyte ou le basophile. Mastocyte dans les tissus, le basophile dans le sang, qui va en fait dégranuler brutalement et libérer de nombreuses substances, notamment l'histamine, et c'est l'histamine qui va vasodilater de manière générale dans les tissus, dans le corps entier, et qui peut entraîner les signes de choc. Alors, la plupart du temps, enfin de manière classique, on considère que ça survient chez des sujets qui sont sensibilisés, c'est-à-dire qui ont des anticorps de type IgE ou parfois aussi IgG contre une substance qu'ils ont rencontrée au préalable. Soit avec le même médicament, le même vaccin, mais là ça nous concerne peu actuellement puisqu'on est dans les débuts de la vaccination, soit avec un produit, notamment un médicament qui pouvait contenir dans sa formulation un excipient qui est présent également dans le vaccin. Donc généralement, ça ne survient pas lors de la première exposition. Il y a une première exposition qui est soit connue si on a déjà des antécédents d'allergie à des médicaments, soit cachée. Et puis, ça va récidiver à chaque nouvelle exposition et ça peut s'aggraver, on peut arriver jusqu'au choc. À côté de ça, on a l'hypersensibilité qui n'est pas médiée par les anticorps, par les IgE, les IgG. C'est ce qu'on appelait autrefois la réaction anaphylactoïde. Là, c'est plutôt un mécanisme pharmacologique qui peut être lié à beaucoup de médiateurs, les médiateurs du complément, des récepteurs différents
qui sont situés à la surface des mastocytes et des basophiles. Donc là, ça peut se déclencher d'emblée. Il n'y a pas de sensibilisation forcément nécessaire. Donc ça peut survenir dès la première injection. Et la particularité, c'est que ça peut parfois disparaître, s'atténuer s'il y a des expositions ultérieures. Mais tout ça, c'est de la dégranulation. Ça survient dans les minutes qui suivent le contact avec le produit auquel on est allergique et non pas plusieurs heures après. Alors, ce qui fait la sévérité de la réaction d'hypersensibilité immédiate, c'est bien sûr les grades où on va avoir finalement une atteinte multisystémique, un œdème qui va se localiser dans la filière respiratoire avec l'œdème laryngé, une gêne respiratoire, et puis une atteinte multiviscérale avec des signes de choc, tachycardie, bronchospasme, etc., et qui peuvent aller jusqu'à l'arrêt cardio-respiratoire et au décès. Donc en fait, ça peut commencer banalement par un prurite, de l'urticaire, de l'angioëdème, des choses qu'on peut voir de type réaction retardée. Mais là, c'est important de les repérer parce que ça va survenir dans les minutes qui suivent l'injection. Et c'est pour ça que les injections de vaccins se font dans un environnement médicalisé avec, si besoin, de l'épinéphrine à disposition puisque c'est le traitement du choc anaphylactique. Mais je répète encore, hein, j'insiste vraiment là-dessus, ça sera court, le délai. Alors si on regarde les essais cliniques, c'est vrai que ces vaccins se sont développés extrêmement rapidement, ce qui a pu un petit peu inquiéter le public, mais ils ont suivi toutes les phases classiques du développement d'un vaccin ou d'un médicament. C'est juste que pour des raisons d'urgence sanitaire, ces phases, elles sont allées beaucoup plus vite sur le plan administratif, mais ça a suivi toutes les phases réglementaires. Et donc il y a eu plein d'essais cliniques. Et on a eu des patients qui ont été vaccinés avec les vaccins. Alors les premières datas qu'on a, c'est les vaccins RNA, Pfizer et Moderna. Et on a pu avoir déjà des datas de tolérance. Et on a vu par exemple avec le vaccin Pfizer que les réactions d'hypersensibilité, ça concernait 0,63% du groupe vaccin versus la même chose ou presque 0,51% dans le groupe placebo. Donc statistiquement parlant, il n'y a pas de différence. Pareil avec le vaccin Moderna. 1,5% de réaction d'hypersensibilité dans le groupe des patients vaccinés contre le groupe contrôle, 1,1% des patients qui avaient reçu le placebo. Et quand on regarde en détail ces réactions, c'était surtout des réactions finalement d'immunogénicité, des réactions aussi d'injection et des érythèmes maculopapuleux retardés qui n'avaient rien à voir avec de l'hypersensibilité immédiate. Donc des datas rassurantes qui se confirment tout à fait sur le terrain, dans la vraie vie. Alors, on a les premiers papiers, c'est les papiers qui sont issus des populations qui ont été vaccinées le plus rapidement possible. Donc, aux US, au niveau du Center for Disease Control, le CDC, les cas d'anaphylaxie observés pour 1 million de patients vaccinés avec Pfizer, c'était 11,1 cas d'anaphylaxie. Et avec le vaccin Moderna, pour 1 million de sujets vaccinés, 2,5 cas. Ça paraît peut-être beaucoup à l'échelle de l'individu, mais si on regarde, je vous ai mis une petite vignette qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, et ça me paraît important de comparer. Eh bien, l'anaphylaxie alimentaire, l'allergie à la cacahuète, à l'arachide, etc., c'est 79 cas par million par an, et c'est 1 cas d'anaphylaxie grave tous les 5 jours en France. L'anesthésie générale, le choc qu'on fait au bloc opératoire si on est sensibilisé au curare, c'est 100 cas par million d'anesthésiés en France. Donc vous voyez, c'est important d'avoir une notion relative, c'est quelque chose de très rare. Encore une étude américaine, donc là on est entre mi-décembre et mi-janvier 2021. On voit que sur presque 10 millions de vaccinations Pfizer et presque 8 millions de vaccinations par le vaccin Moderna, on a 47 cas d'anaphylaxie seulement dans le groupe Pfizer et 19 cas chez les patients qui ont été vaccinés avec le vaccin Moderna et 0 décès. C'est survenu avec la première dose chez 37 cas avec le vaccin Pfizer et 17 cas avec le vaccin Moderna. Donc c'est bien ce que je vous disais, ça peut être dès le premier cas s'il y avait une sensibilisation cachée ou si c'est une réaction dite anaphylactoïde. Mais ce sont quand même des patients qui majoritairement avaient des antécédents allergiques, notamment des antécédents d'anaphylaxie. Donc ce n'était pas anodin. Mais le délai médian était de 10 minutes, donc quelque chose de court.
Et un papier qui est très intéressant, c'est une vaccination de 64 900 soignants en Angleterre, où vous voyez 0,027% de cas d'anaphylaxie sur plus de 25 000 sujets vaccinés avec le vaccin Pfizer, et 0,023%, donc la même chose, pour près de 40 000 sujets qui ont reçu le vaccin Moderna. Donc un total de 0,025, donc une incidence extrêmement faible. Là encore, un certain nombre de patients qui avaient des antécédents d'allergie, notamment d'anaphylaxie, mais chez les patients chez tout l'ensemble de ces patients, il n'y a eu aucun décès, y compris chez ceux qui avaient déjà des antécédents d'anaphylaxie. Et là encore, on trouve un délai moyen court de 17 minutes, entre le moment où on injecte le vaccin et le moment où le patient présente les premiers symptômes. Donc il existe des cas d'anaphylaxie, c'est vrai, mais ils sont très rares et ils vont survenir très vite. On pourra les repérer très vite dès l'injection. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer une réaction d'hypersensibilité immédiate avec un vaccin, notamment à quoi peut-on être sensibilisé, à quoi peut-on être allergique? Les réactions d'hypersensibilité immédiate avec les vaccins peuvent être liées à différents composants. Ça peut être l'antigène vaccinal, la natoxine, le pathogène atténué ou modifié, mais c'est extrêmement rare qu'il soit à l'origine d'une allergie. Et le plus souvent, c'est lui qui est responsable de la réaction locale au site d'injection, la réaction d'immunogénicité. Ça peut être également là une vraie allergie à une protéine non humaine, mais pas liée au pathogène contre lequel on vaccine, une trace de protéine d'œuf, la gélatine utilisée comme stabilisateur, le latex qui contamine, qui fait partie du système de seringue. C'est rare, mais ça peut exister et ça donne le plus souvent des réactions générales. Mais plus souvent dans les vaccins, l'allergène, en fait, c'est un excipient, un additif qui est caché puisqu'il est à l'intérieur de la composition du vaccin, mais c'est quand même clairement affiché dans le Vidal, on le retrouve clairement dans la composition du vaccin. Ça peut être un antibiotique comme la néomycine, un conservateur ou un stabilisateur, comme le formaldéhyde, le thiomersal, l'aluminium ou le polysorbate dont on va parler avec les vaccins anti-Covid. Donc, en ce qui concerne plus précisément les vaccins contre la Covid, quels sont les composants incriminables dans ces vaccins? Alors, dans les vaccins qui relèvent de la technologie mRNA, donc le biotech Pfizer et le Moderna, l'excipient d'intérêt, c'est le polyéthylène glycol, polyéthylène qu'on appelle également macrogol, mais ici, il a un poids moléculaire particulier, un poids moléculaire de 2000. En fait, ce PEG 2000 sert de stabilisateur, de protecteur à la molécule RNA. C'est en fait une espèce de couronne lipidique. Il vient stabiliser cette couronne de lipides qui va protéger le RNA de la destruction par les RNAs une fois qu'il est injecté. Donc il est très important dans la stabilité du vaccin. Alors ce polyéthylène glycol, je vous le montrerai, peut se retrouver dans d'autres médicaments, notamment des médicaments injectables, dans d'autres vaccins. On peut le trouver également dans certains produits dont on se sert comme laxatif pour préparer aux coloscopies. Et donc, si des patients ont fait des réactions à ce type de produit, ça vaut le coup de demander un avis allergologique avant de vacciner. Dans le vaccin Moderna, outre le PEG 2000, il y a également la trométamine. Alors ça, c'est plus récent qu'on a suspecté le rôle de cet excipient dans les réactions d'hypersensibilité. La trométamine, on peut trouver ça notamment dans des produits de contraste et en particulier certaines formes de gadolinium pour faire passer des IRM. Donc si on a déjà eu une réaction avec ce type de produit, ça mérite de se poser la question avant de vacciner avec ce vaccin. En ce qui concerne les autres types de vaccins, notamment les vaccins vecteurs adénovirus comme le AstraZeneca, le Janssen et puis d'autres qui pourront arriver également, qui sont basés sur la protéine, eh bien dans ces cas-là, on peut également avoir un autre excipient qu'on appelle le polysorbate. Alors ça peut être du polysorbate 80, du polysorbate 20 et ça aussi c'est des excipients qu'on trouve dans plein d'autres médicaments, je vous montrerai, dans d'autres vaccins et qui sont parfois, mais c'est quand même assez rare, responsables d'allergies à ces vaccins. Alors voilà, tout ça, c'est pas exhaustif, mais c'est des papiers récents qui essaient de faire une compile d'abord des vaccins dans lesquels on trouve des polysorbates et des PEG. Donc le PEG, c'est assez nouveau pour les vaccins puisque c'est lié à la technologie mRNA. En revanche, les polysorbates, c'est contenu dans plein de vaccins qu'on utilise dans la vie de tous les jours avec une excellente tolérance, comme le vaccin contre la grippe, les vaccins à hépatite A, hépatite B, DTP, etc. Donc pas quelque chose de nouveau, et finalement, on sait que on les tolère bien. Le polyéthylène glycol ou macrogol, c'est pas n'importe lequel qui peut être sensibilisant, c'est surtout celui qui est présent dans les médicaments injectables.
On peut parfois le trouver sous forme de macrogol en constituant de l'enrobage de certains médicaments en comprimé, mais il est très très rarement responsable d'une allergie. Souvent on est allergique, par exemple, on est allergique à l'antibiotique et pas au macrogol qui constitue sa pellicule. Mais bon, en tout cas, si un patient a déjà fait une réaction d'hypersensibilité immédiate, donc survenue très rapide, dans l'heure suivant une injection de médicament, eh bien ça vaut le coup de regarder si c'est pas un médicament qui peut contenir du polyéthylène glycol. Alors c'est vrai dans quelques médicaments comme des formes de corticoïdes, la méthylprénisolone acétate, certains médicaments facteurs de croissance utilisés en hémato, pas tous, ça dépend de la spécialité, d'érythropoïétine ou de filgrastine. On a également un progestatif utilisé comme contraceptif mais retard, donc il est le Depo-Provera qui est très très rarement utilisé, et puis certains produits de contraste également, mais loin d'être la majorité des cas. Mais ça vaut le coup de vérifier si on a déjà fait un antécédent de réaction d'hypersensibilité immédiate lors d'un examen avec un produit de contraste. Alors je vous montrerai aussi sur cette diapositive que les polysorbates sont présents dans plein de médicaments injectables, des médicaments qui peuvent concerner les patients qui sont atteints de maladies inflammatoires chroniques, parce qu'il y a pas mal de biothérapies. On a également des immunothérapies anticancéreuses, et puis toutes les molécules que je vous ai citées également précédemment peuvent contenir du polysorbate, certaines insulines aussi. Bon, ce tableau n'est pas exhaustif, mais il ne doit pas faire peur, parce que c'est très très rarement la cause d'une allergie, le polysorbate 80 ou le polysorbate 20, même quand on est allergique à ces produits-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment savoir si le patient est à risque de sensibilisation à ces composants polysorbate 80 ou 20, polyéthylène glycol ou trométamine? Si un patient a déjà fait une réaction d'hypersensibilité à une première dose de vaccin anti-Covid, alors là, ça va commencer à arriver dans la pratique parce qu'on est dans les deuxièmes vaccinations. Ça, effectivement, là, il faut se poser, différer la deuxième injection et prendre un avis auprès de l'allergologue pour discuter des tests. Si on a déjà, comme je vous disais, un antécédent de réaction d'hypersensibilité immédiate, donc quelque chose souvent de bruyant et surtout de rapide, maximum 4 heures, qui suivent l'administration d'un médicament ou d'un produit de contraste, notamment des médicaments par voie injectable. Et si on regarde la composition de ces médicaments, on voit qu'il y a du polyéthylène glycol ou du polysorbate ou de la trométamine. Là encore, ça vaut le coup de différer la première injection et de poser la question à l'allergologue. Mais en fait, finalement, quand on fait des réactions d'hypersensibilité immédiate à un médicament, la plupart du temps, ce n'est pas ces excipients qui sont responsables. Et si on a un doute, on peut essayer de tester ces produits. Alors, on ne fait pas des tests à tout le monde. Les tests cutanés, c'est des indications très précises. S'il y a vraiment eu une vraie réaction d'hypersensibilité qui évoque une anaphylaxie ou un début d'anaphylaxie, si ça a été vraiment dans l'heure suivante et au maximum 4 heures. Donc dans ce cas-là, on peut faire des tests cutanés, notamment des prics et des intradermoréactions, comme on teste les poils de chat, poils de chien, les allergènes, les graminées, etc. Et on va tester soit les médicaments auxquels le patient pense être allergique s'il n'a jamais été testé, si ces médicaments contiennent des polysorbates et des polyéthylène glycol. Ici à Lille, on peut également tester directement les excipients. Et puis parfois aussi, on peut tester le vaccin si on peut disposer d'une dose. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut jamais faire de test prédictif. Si le patient n'a pas d'antécédent, il ne se sait pas allergique, il n'a jamais fait d'allergie à un produit injectable, notamment un médicament qui contient ces excipients, s'il n'y a pas d'antécédent, pas de test prédictif parce que ça ne sert à rien. Si le patient n'est pas sensibilisé, de toute façon, les tests seront négatifs. Et en plus de ça, en théorie, ça peut induire un risque de sensibilisation, donc ce n'est pas une bonne idée. Si le patient vous dit « j'ai déjà fait une réaction d'anaphylactique potentiellement grave, mais d'une autre étiologie », le latex, les aliments, l'arachide, les venins d'hyménoptères, les guêpes, les abeilles, et également chez les patients qui sont atteints d'une mastocytose et qui peuvent faire des réactions anaphylactiques, parfois même idiopathiques, sans raison évidente, puisque ces patients qui ont une histaminolibération extrêmement facile. Dans ce cas-là, on autorise la vaccination avec une surveillance étendue à 30 minutes sur place si c'était des accidents qui ne sont pas sévères, et on peut monter à 1 heure lorsque c'était des antécédents sévères, et bien sûr toujours en milieu médicalisé avec épinéphrine à proximité. Et on peut parfois même proposer une couverture antihistaminique, c'est ce qu'on fait pour les patients avec une mastocytose.
Alors ce tableau-là, c'est un tableau qui a été établi par mes collègues de la PHP à Thonon, qui font partie du groupe Toxidermie de la Société française de dermatologie, Angèle Soria et Annick Barbeau. Je trouve que c'est un tableau assez pratico-pratique que j'aime bien utiliser, qui montre bien que les principales contre-indications, c'est quand le patient se sait déjà allergique à une première injection de vaccin anti-Covid, ou enfin qu'il a déjà fait une réaction immédiate, je dis bien immédiate, d'anaphylaxie, ou si le patient se sait allergique ou a une forte suspicion de réaction d'hypersensibilité immédiate à un des composants du vaccin, notamment trométamine, polyéthylène glycol et polysorbate. Dans ce cas-là, avis allergologique et on discute éventuellement les tests. Si le patient a déjà fait un antécédent de réaction immédiate, peut-être sévère, à un autre vaccin qui n'est pas un vaccin Covid ou un autre médicament injectable, ça vaut le coup aussi de demander un avis en allergologie pour voir si ce médicament ou ce vaccin pouvait contenir les excipients d'intérêt et de proposer des tests. Il y a d'autres réactions toxidermiques très sévères comme la nécrolyse épidermique toxique, le syndrome de Lyell, le syndrome de Stevens-Johnson, le DRESS, qui peuvent survenir après des médicaments, exceptionnellement aussi après des vaccins. C'est grave, mais c'est pas du tout le même mécanisme. C'est de l'hypersensibilité retardée, non pas du tout immédiate. Ces patients-là ne sont pas plus à risque de faire une hypersensibilité immédiate parce que c'est pas du tout le même mécanisme. Et dans ce cas-là, c'est une vaccination normale avec 15 minutes de surveillance. Tous les patients qui ont fait des allergies à un médicament par voie orale qui ne contient pas les excipients, les patients qui ont des antécédents d'urticaire, des antécédents de dermatite atopique, des antécédents de rhinite allergique, d'asthme, d'eczéma de contact, etc., ne sont pas à risque de plus à risque que la population générale de faire une réaction d'hypersensibilité immédiate. Ils sont vaccinés classiquement avec le vaccin, peu importe lequel, celui qui est disponible, et en fonction de leur tranche d'âge, et avec une surveillance de 15 minutes. On étend à 30 minutes à 1 heure pour les patients qui ont quand même déjà fait une anaphylaxie non documentée pour laquelle on n'a pas trouvé de cause, on va dire idiopathique, notamment chez les patients avec une mastocytose. On préfère les surveiller 30 minutes à 1 heure. Sur le tableau, c'est noté 30 minutes, mais je pense qu'1 heure, c'est tout à fait légitime. Et je vous ai dit, allergie au latex, venin d'hyménoptère, allergie alimentaire. S'il n'y a pas de manifestation de sévérité, c'est l'urticaire, angioedème, eczéma, mais pas de choc, pas de bronchospasme, c'est 15 minutes de surveillance. Et s'il y a eu des manifestations plus sévères, anaphylactiques, on peut faire 30 minutes à 1 heure de surveillance, éventuellement avec une couverture histaminique. Donc la question qui est vraiment importante, c'est qu'on a beaucoup de patients de dermatologie qui nous posent la question, j'ai des antécédents de dermatite atopique, j'ai déjà fait d'urticaire chronique, voire même avec des angioedèmes, donc je suis inquiet. Soyez pas inquiets, vous n'êtes pas plus à risque de développer une réaction d'hypersensibilité immédiate, c'est pas le même mécanisme, ce n'est pas de l'allergie, ce n'est pas de l'anaphylaxie, vous pouvez être vacciné classiquement. Alors, il y a beaucoup de réactions cutanées retardées qui peuvent survenir, mais là, c'est de l'hypersensibilité retardée. Ça survient après plusieurs heures, souvent c'est au moins 4 heures le soir, voire même 2-3 jours après. Parfois, ça s'autonomise, ça peut être long à disparaître, c'est pas sévère, ça peut se voir avec plein d'autres vaccins. Le vaccin de la grippe, par exemple, c'est un grand pourvoyeur et c'est souvent chez les patients qui ont des dermatoses inflammatoires préexistantes, notamment une urticaire chronique, une dermatite. Ça peut arriver que, comme le vaccin booste le système immunitaire, eh bien, le dégât collatéral, c'est qu'il peut stimuler la réponse immunitaire au niveau cutané et favoriser une poussée d'urticaire et de dermatite atopique qui peut parfois un peu se prolonger, s'autonomiser indépendamment du vaccin. Donc, il faut rassurer, traiter la poussée et surtout ne pas contre-indiquer la deuxième dose. Pareil, les réactions aussi d'injection, parfois très importantes. On a aussi des éruptions à type d'éruption post-virale, des prurites diffus. Tout ça, c'est retardé. Ça n'est pas grave, c'est invalidant, impactant, mais ça n'est pas grave. Il faut être rassuré et ne pas contre-indiquer la deuxième dose, éventuellement avec une couverture antihistaminique. Donc en synthèse, les réactions d'hypersensibilité immédiate au vaccin anti-Covid, ça reste un événement rare. Bien sûr, pour l'individu, c'est quelque chose de sérieux, donc il faut être prudent en cas de population à risque, mais qui sont finalement pas très limitées, comme je vous l'ai montré, et surtout ne pas contre-indiquer à tort la vaccination ou la différer. Il faut se baser sur les recommandations officielles et l'expérience qu'on commence à avoir sur le terrain. Pas de contre-indication, notamment en cas de terrain atopique ou allergique. Ça n'a aucun lien avec les vaccins anti-Covid. Pas d'intérêt, c'est une question qu'on nous pose souvent, est-ce qu'on peut être testé avant les vaccins? Non, si vous n'avez jamais fait aucune réaction d'hypersensibilité immédiate avec une suspicion de sensibilité aux excipients ou aux vaccins anti-Covid, il ne faut pas faire de test probabiliste, c'est même contre-indiqué, ça pourrait vous sensibiliser.
Et puis les réactions dermatologiques retardées qui surviennent plusieurs heures et qui peuvent perdurer après le vaccin, ça n'est pas de l'allergie et ça ne doit pas contre-indiquer la deuxième dose. Je vous remercie pour votre attention.